Donc nous avons 20 minutes pour prendre des questions et donc y répondre. Donc petite règle du jeu, une question est une phrase simple de type sujet, verbe, complément. Et il faut que quand elle est terminée, l'intervenant se rappelle encore du début, ce qui est plus pratique pour y répondre. On peut prendre éventuellement aussi 2 ou 3 témoignages. Et puis de toute façon, on pourra continuer après les débats. De toute façon, on pourrait discuter encore avec l'intervenant autour d'un verre, je pense. Donc allons-y. S'il n'y a pas de questions, j'en ai encore une, mais je préférais que ce soit vous. Je voulais revenir sur le début de la présentation. On parlait du label bâtiment biosourcé. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont déjà été labellisés ? Franchement, je sais pas du tout. Alors après, je fais partie du groupe de travail biosourcé, voilà, mais il y a eu pas mal de débats sur le fait qu'il y ait ou non un label. Et puis en fait, le premier débat derrière le label, c'était sur la définition du mot biosourcé. Là, on revient complètement à des épiphénomènes liés à ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que la base d'un bâtiment, enfin d'un matériau biosourcé, c'est qu'il est à 100% constitué de matière organique. C'est pas si simple. Hein. Il y a des débats européens là-dessus aussi. À partir du moment où on se met à négocier sur quel pourcentage, à partir de quel pourcentage on est biosourcé, vous imaginez vite la dérive possible. Donc voilà. Donc à partir du moment où on sait pas bien définir à quel stade, si 3 grammes de perlimpinpin biosourcé font que on est biosourcé, le bâtiment c'est encore plus compliqué, quoi. Donc là il y a je pense qu'il y a un objectif politique d'avoir sorti le label biosourcé. Après, d'un point de vue technique et scientifique, je pense que c'était un peu prématuré puisque les critères sont encore très flous, quoi. C'est un avis personnel. Hein. Et autre point sur ce label, c'est l'absence de certains matériaux, notamment tous les isolants d'origine animale. Oui, non, mais tout à fait. Enfin, ça revient au même que le pourcentage de matière à base végétale ou non, quoi. Puis effectivement, des matériaux à base minérale. De l'argile, c'est de la matière organique au départ. Ça a pris juste un peu plus de temps pour devenir de l'argile, mais. Pour les, pardon, c'est ici en haut. Là. Pour les maisons en terre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des réglementations qui ont été faites, qui ont été écrites? Il y a des normes qui ont existé dans les années 40. En fait, les REF, ce qui s'appelait les REEF, qui est avant les DTU, il en existait sur la construction en terre. Entre 41 et 42. Bon, période particulière, mais enfin voilà. Alors, ils sont tombés en désuétude. Et puis là, il y a un débat assez sérieux qui agite les professionnels de la construction en terre depuis 3 ans, pour ou contre, etc. Donc là, la dernière décision, qui est toujours gérée par la DHUP, dont on parlait déjà, c'est il y a eu tout récemment un appel à manifestation d'intérêt pour des textes de référence gérés par les régions. Donc là, en fait, il y a eu une diffusion qui a été faite dans l'ensemble des réseaux professionnels pour savoir quelles étaient les régions et les structures qui étaient intéressées pour porter des textes de référence sur la construction en terre. Voilà. Ce qui est compliqué pour la construction en terre par rapport à d'autres matériaux, c'est que c'est un matériau traditionnel au sens patrimonial du terme. Je sens dans le programme qu'on avait fait, analyse des systèmes constructifs non industrialisés avec le CSTB, il y a eu 3 techniques qui ont été utilisées. Il y avait la terre crue, il y avait le chanvre et il y avait la pierre sèche. Pour la terre crue, il y avait le torchis, il y avait les enduits, il y avait le pisé. On a fait une réunion en Picardie, justement avec les professionnels du torchis pour déterminer ces paramètres déterminants dont je parlais tout à l'heure. Si vous voyez, je sais pas, enfin, 2 artisans qui font du torchis depuis 20 ans, donc ils connaissent à peu près la question, d'un canton à l'autre, ils pouvaient passer facilement 2 ou 3 heures pour dire comment ils n'étaient pas d'accord sur la manière de mettre les éclisses sur l'ossature bois. Donc c'est tout le charme de l'opération. Et c'est ça l'enjeu principal des débats qui agitent ces milieux-là, c'est qu'en fait, comment trouver un cadre qui va assurer la confiance des utilisateurs et des professionnels sans perdre la diversité.
Donc en fait, c'est là où il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que si on normalise, on amène la confiance, mais on uniformise. Et donc toute cette espèce de petite finesse régionale, enfin c'est l'histoire des fromages et puis de Gaulle qui dit qu'on peut pas gouverner un pays où il y a trop de fromage. Effectivement, on peut, mais il faut composer avec les différents goûts, quoi. Et c'est là qu'il y a un équilibre intéressant à trouver. Mais alors, vous avez bien des entrepreneurs quand même qui construisent des maisons en terre, notamment en Pisay. Mais alors, ces gens-là ne sont pas en garantie Spinetta, en garantie décennale. S'il arrive un problème, ils sont pas couverts, alors ils sont pas. Si, ils sont couverts. C'est comme je vous le disais, c'est-à-dire que les DTU sont pas obligatoires. À partir du moment où ils respectent la réglementation et qu'ils puissent justifier qu'ils aient respecté les règles de l'art, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas couverts. La réglementation, c'est le feu, enfin tout ce qui va toucher à la sécurité des personnes pour aller vite. On peut le faire avec quel que soit le matériau. Ensuite, déjà pour qu'il soit pas couvert, il faut qu'il y ait un sinistre. Donc ça, c'est aussi une hypothèse intéressante, mais qu'on n'arrive pas à vérifier. C'était effectivement dans toutes les réunions qu'on a eues sur ce projet, sur les systèmes constructifs non industrialisés, c'était de faire une évaluation de la sinistralité. Et puis on partait d'un principe qui était de dire que les gens qui travaillent dans ces filières-là sont des gens, enfin je dis filière, mais je devrais pas dire filière parce que ça plaît pas à tout le monde. Enfin, les gens qui travaillent sur ces systèmes constructifs-là sont des gens qui sont des passionnés en général et qui sont des gens qui ont un niveau de savoir-faire très élevé. Ça rejoint ce que je disais, et souvent qui ont très peu de sinistres ou des sinistres très faibles. Et donc c'était pour mettre en avant l'intérêt d'un système préventif, on va dire, plutôt qu'un système réparatif sur la question de l'assurance. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux former des gens, etc. Donc là aussi, je connais quelques entreprises qui font effectivement du pisé depuis longtemps, mais ils n'ont jamais eu de sinistre qui fasse que leur assurance se pose la question. Et puis après, les assureurs, il y a aussi des humains derrière. Donc quand un assureur, il voit qu'il y a telle entreprise, ça fait 15 ans qu'il paye sa décennale, puis qu'il n'a jamais eu le moins de sinistre, il va le regarder avec une certaine bienveillance, quoi. Mais ça rejoint la question de la confiance que je posais à la fin. On peut aussi la prendre comme ça. C'est-à-dire que l'entreprise qui travaille bien, elle va avoir quand même un rapport de force beaucoup plus facile avec son assurance. Bonjour. Sébastien Vacher, laboratoire Conidia. Une question qui est peut-être un petit peu à la marge. Du fait de la nature des matériaux biosourcés, on est de plus en plus sollicité pour les relations qui peuvent exister entre micro-organismes, justement, et matériaux biosourcés. Ma question, c'est comment vous, en tant qu'architecte, vous appréhendez cette question-là ? Je pense que la question de l'humidité dans le bâtiment, elle est vraie quel que soit le matériau. Enfin, c'est-à-dire, en fait, tous les matériaux n'aiment pas l'humidité. Donc après, je dirais que c'est presque des bonnes pratiques. Si vous avez de l'humidité qui va stagner dans un matériau, il va être altéré, quel qu'il soit. Enfin, du béton aussi, il va être altéré. Un polystyrène moins parce qu'il est mais une laine de verre ou une laine de roche qui est dans l'humidité, ça fonctionne pas. Donc quoi qu'il en soit, si entre guillemets on construit bien, on protège les matériaux de l'humidité, on évite que ce soit stagnant, on gère la question des migrations de vapeur à travers les parois. Là aussi, il y a un paradoxe, c'est-à-dire quand même si on applique les DTU de construction en bois, on doit mettre des pare-vapeurs complètement étanches. Alors que pour que ça marche, on sait qu'il faut qu'il y ait une mise en œuvre parfaite. À partir du moment où vous mettez un pare-vapeur qui est complètement étanche, qui n'est pas bien posé partout, c'est à peu près certain qu'il y a de l'humidité qui va pénétrer. Le pare-vapeur étant complètement étanche, l'humidité ne va pas pouvoir ressortir. Aussi, si on compare ce qui se passe en Europe, dans la plupart des autres pays européens, ce qu'on appelle des freins à vapeur, c'est-à-dire des parois qui permettent les migrations dans les deux sens, sont légales depuis longtemps. Mais ça, c'est pas lié aux matériaux biosourcés, c'est parce que, je peux prendre l'autre exemple, par exemple avec les termites. On a maintenant des arrêtés qui font qu'on doit avoir des protections des barrières physico-chimiques, comme ils disent pour les termites, qui font qu'on doit mettre des grillages et de la chimie pour éviter que les termites puissent entrer dans le bâtiment. Mais aller voir une fondation avec une barrière physico-chimique de termites, quoi. Ça fait rire. Même avec la meilleure entreprise du monde et la meilleure volonté du monde, une termite, c'est pas gros. Donc, pour que la barrière physico-chimique sur un bâtiment de plusieurs centaines de mètres carrés soit parfaitement posée, c'est pas possible.
Donc on peut aussi dire qu'on fait l'inverse, au lieu d'avoir une protection technique, on gère l'entretien du bâtiment. On peut mettre des pièges qui font qu'on voit si les termites sont dans le coin, puis si les termites sont dans le coin, on va observer le bâtiment, puis faire attention. Enfin, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, toutes ces questions-là, elles montrent des problèmes qui sont pas spécifiques aux matériaux biosourcés, qui sont plutôt des problèmes de déresponsabilisation, d'acculturation et de trop de confiance donnée à des produits soi-disant miracles. C'est plus la question de l'apport en fait des micro-organismes. Parce que quand vous partez de matériaux biosourcés, forcément vous amenez naturellement, on va dire, des micro-organismes et de la matière organique. Oui, d'accord. Mais les micro-organismes, ils sont gênants s'il y a de l'humidité. Oh, alors, clairement. Voilà. Clairement, il y a ce facteur-là, mais aujourd'hui, on est aussi sur le paradoxe de dire, on prend un matériau biosourcé, je prends la boîte de cellulose, avec tout ce qui a pu se passer dernièrement sur les produits et ammoniac et compagnie, et maintenant, là, on recherche une solution pour remettre de la chimie dedans, pour éviter le développement de moisissures. Mais je reviens à mes questions de fromage. Est-ce que les fromages à pâte molle sont si dangereux que ça? Enfin, non, voilà, je veux dire, il faut. La question de l'humidité ou la question du champignon, c'est la même. C'est-à-dire, est-ce que on lutte contre l'humidité ou contre le champignon, ou est-ce qu'on vit avec? L'humidité, on sait qu'on peut pas lutter contre. Dans le bâtiment, je parle, pas en général, mais dans le bâtiment, on sait que ça marche pas. Donc, toutes les techniques constructives, soit très anciennes, soit super high-tech, elles prennent en compte cette question de dire, de toute façon, l'humidité, elle va arriver. Donc, la question, c'est pas de l'empêcher d'arriver, c'est de l'empêcher de faire des dégâts. Donc il faut que cette humidité, elle puisse migrer, elle puisse bouger pour sécher à terme. Le champignon, c'est pareil. Et puis voilà. Enfin, donc un bâtiment sans humidité avec des champignons, c'est pas gênant. Un bâtiment avec des champignons et de l'humidité, ça peut devenir ennuyeux. Après, il y a des bonnes pratiques. Je parlais de terre-paille, par exemple. En Allemagne, dans les années 80, il y a eu un engouement terrible pour la terre-paille. Ils se sont mis à faire des murs qui faisaient 40 cm en terre-paille. Dans la paille, il y avait du seigle. Si vous avez de l'humidité, vous avez l'ergot de seigle, qui est assez méchant comme micro-organisme. Et donc, effectivement, en faisant de la construction très écolo, ils amenaient un des poisons les plus toxiques dans le bâtiment. Donc, bien sûr, la réponse a été qu'effectivement, on ne met pas un mur humide avec de la paille sur 40 cm dans un climat où il pleut 300 jours par an, quoi. Donc on fait des blocs de terre-paille qui sont préfabriqués et séchés, ou on fait des couches successives. Enfin voilà, donc on fait ce qu'il faut pour éviter ce genre de choses. Mais on va pas empêcher le seigle d'avoir de l'ergot de seigle, quoi. Bonjour, Céline Fontana du bureau d'études CSD ingénieur en qualité environnementale du bâtiment. Donc moi j'avais une question par rapport à la résistance au feu des isolants en matériaux biosourcés, puisque moi j'ai déjà eu des contrôleurs techniques qui justement me répondaient que la classe de résistance au feu des isolants n'était pas suffisante, donc ils ne voulaient pas le mettre en œuvre. Je voulais savoir si vous aviez déjà eu cette problématique et comment vous l'aviez résolue. Vaste question. Alors après, pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc pour le bois ou pour la paille, il y a des essais au feu qui ont été faits avec un essai qui s'appelle Le Pire. C'est le nom de l'ingénieur qui a mis au point cette procédure. C'est pas le pire des essais, voilà. Donc c'est un essai où on fait un échantillon grandeur nature d'un morceau du bâtiment, et puis on met un réservoir de fioul qu'on allume. C'est Jeanne d'Arc, enfin c'est vraiment terrible. Et puis on regarde ce qui se passe après. Donc effectivement, il y a un essai comme ça qui a été fait au CSTB à Marne-la-Vallée sur un bâtiment paille pour un collège qui est construit maintenant. Donc qui a montré que la botte de paille étant c'était des bottes de paille, des petites bottes de paille, donc des bottes pas très denses dans la famille des bottes de paille à 120 km3 ou 110 on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était effectivement complètement carbonisé en surface, mais il est suffisamment compact pour que le feu puisse pas se propager. Donc ça, c'est le premier intérêt. Ce qu'on a vu aussi avec cet essai, c'est que les propriétés isolantes ont été maintenues. Donc la plupart des isolants, s'ils se retrouvent à des températures de plusieurs centaines de degrés, ils fondent ou ils se désagrègent. Et donc du coup, la personne qui serait derrière un mur avec cet isolant, elle va se retrouver, elle va être brûlée simplement par transmission de chaleur, alors que derrière le mur en paille,
la température est montée, je crois, à 80 degrés. Donc si vous êtes 1 heure avec un mur à 80 degrés à côté de vous, vous n'êtes pas en pleine forme, mais vous n'êtes pas mort. Donc voilà, donc c'est quand même l'intérêt. Le bois, c'est pareil. Si vous allumez une allumette, ça fonctionne parce que la surface en contact avec l'oxygène est importante. Si vous essayez d'allumer un bastin, ça va être plus difficile, quoi. Donc voilà. Après, l'autre question, c'est qu'effectivement, pour des isolants, après, il y a des écrans. Hein, donc ça m'est arrivé souvent, où effectivement, on met des écrans coupe-feu. Un exemple, on a utilisé de la boîte de cellulose en toiture, et puis on met un absorbant acoustique en laine minérale sur 5 cm en dessous, qui fait en plus absorbant acoustique, donc on peut gérer des couches. Donc voilà. Donc effectivement, c'est clair que si c'est un matériau compact, il n'y a pas de problème avec le feu. Si c'est un matériau qui est avec des densités faibles, 20, 30, 40 kg par mètre cube, il est combustible, oui. Donc il faut le protéger. Juste, j'ai une deuxième question, si c'est possible. On m'a aussi souvent opposé le coût des matériaux, et notamment des isolants biosourcés par rapport à d'autres isolants plus traditionnels. Est-ce que vous avez des ratios en tête ou des choses comme ça qui soient peut-être plus réalistes que les arguments qu'on développe parfois? J'en ai parlé du coup. Pour moi, il coûte beaucoup moins cher. Il suffit de faire un petit changement fiscal. Mais voilà. Bon, enfin, ça c'était... Non, mais c'est la vraie question. Enfin, la question, elle est quand même là. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère que c'est normal de payer mal des gens et beaucoup de l'énergie, enfin voilà. Bon, donc il y a quand même cette question-là qui est le point de départ. Bon, ceci étant dit, après, justement, des matériaux comme la paille, par exemple, dans le comparatif que je vous ai fait... pour à propriété thermique égale, un mur caisson paille, bardage bois, etc., à côté d'un mur béton polystyrène, avec les épaisseurs équivalentes, on était à 10% près dans le même prix. Après, par contre, si on va fouiller un petit peu plus loin, pour ce bâtiment paille, par mètre carré, on est facilement à 3 heures, 3 heures et demie de travail humain. Pour le même mur béton armé, polystyrène, monocouche, etc., on va être à 2 heures de travail humain. Donc on va rajouter 30% de plus de travail humain. Si je pousse le raisonnement plus loin, dans ces 30% de travail humain, on va dire 1 heure de plus, il y a une demi-heure de cotisation sociale de plus. Donc on utilise de l'argent pour le réintégrer dans la société. Alors que dans le prix du béton polystyrène, l'économie, entre guillemets, elle n'est pas réinjectée dans la société. Donc globalement, ça coûte plus cher, c'est sûr. Alors. Oui, bonsoir, Sylvain Jobard, au Petit Reynaud. J'avais une question complémentaire par rapport au feu sur les isolants type boîte de cellulose en comble perdu. Donc ça voudrait dire, si je vous comprends bien, il faudrait mettre un écran coupe-feu systématiquement avant de souffler les combles, ou il y aurait d'autres solutions? Parce qu'on a de plus en plus de sinistres d'incendie. Et moi, je commence à avoir des souffleurs qui refusent de mettre de la watt. Donc ça, c'est gênant, quoi. En ERP, c'est obligatoire. Donc, de toute façon, le principe des écrans, c'est complètement obligatoire. Après, en bâtiment non public, c'est moins restreint. Mais enfin, oui, de toute façon, on sait que c'est un matériau combustible. Donc, de toute façon, c'est plus prudent de trouver un dispositif. Mais après, l'écran, ça peut être... de toute façon, ça va être un plafond, ça peut être un plancher, ça peut être une des plaques de plâtre. Enfin, il y a des tas de moyens après surtout si c'est en comble, de rendre un comble protégé du feu par en dessous, c'est quand même assez simple. Après, l'objectif du feu, c'est pas la protection des biens, c'est la protection des personnes. Donc si ça brûle dans des combles non habitables, c'est pas très grave. Voilà. Si on doit protéger des humains comme ça, c'est simple. Si c'est des combles habitables, de toute façon, on va avoir un revêtement de sol par-dessus. Donc on va aussi le protéger de fait, quoi. Bonjour, donc Stéphane Pagano. Alors je m'excuse Vincent, je ne pensais pas intervenir, mais je voulais juste rebondir sur la remarque que Madame a faite. Donc je suis chargé de recherche et d'enseignement à Subdeco à Saint-Étienne, et puis j'interviens aussi à l'école d'architecture de Saint-Étienne sur les enjeux socio-économiques, les écomatériaux, l'éco-construction, etc. Et en fait, je voulais juste rebondir sur cette question. Je fais partie du réseau Éco-Bâtir aussi, comme Vincent. La question, en fait, elle est, vous avez un regard qui est microéconomique, c'est-à-dire vous avez une réponse précise. Si vous prenez du recul, et c'est ce que commencent à faire certaines collectivités, si vous raisonnez en coût global,
en coût global. Vous changez d'échelle, vous venez à l'échelle de votre territoire. Si vous commandez un bâtiment dont vous savez qu'il va vous coûter 10% ou 15% en plus, mais qu'il va avoir tant de pourcents de main-d'œuvre en plus, avec des savoir-faire locaux, des matériaux locaux, etc., vous savez très bien que l'impact socio-économique sur votre territoire va être beaucoup plus positif que si vous utilisez des matériaux qui ont traversé la planète, qui ont servi à payer la spéculation financière, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, et c'est là où il y a un très gros travail pédagogique à faire, et scientifique aussi, mais il y a un très gros travail à faire, c'est qu'il faut arriver à montrer, quand on est concepteur, ou quand on est prescripteur, c'est ce que je fais en tout cas avec mes étudiants à l'école d'archi, c'est quand vous êtes prescripteur, c'est pas seulement vendre votre produit, votre bâtiment ou la réponse, etc. C'est vendre aussi l'idée que vous vendez alors je m'excuse pour le mot, c'est pas un gros mot, mais c'est un projet politique différent. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, en tant que prescripteur, vous vendez quelque chose qui est plus que vous rentrez dans la logique. On est dans l'habitat, on est dans l'habité, on est dans le territoire. On n'est pas juste dans une réponse à un appel d'offres. Et vous verrez que de plus en plus, moi je travaille avec quelques collectivités, il y a de plus en plus de collectivités qui commencent à intégrer ce genre de problématiques. Voilà. Alors c'est le début, mais... On me dit derrière moi, c'est pas possible avec les marchés publics. Vous avez quelques petites solutions pour ça, en fait, la question, l'intérêt de tous ces aspects-là, c'est qu'ils sont quantifiés. Donc à partir du moment où on quantifie les choses, on est dans un débat objectif. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant qu'architecte, c'est pas de choisir. J'ai un rôle de conseil. Je propose des choses, il y a des maîtres d'ouvrage en face, qu'ils soient publics ou privés, mais on leur donne les outils de compréhension ou de décision parmi des choix. Donc si on dit effectivement à une collectivité, vous pouvez construire tel type de mur, ça va coûter tel prix, ou tel autre type de mur, mais on parle de l'argent public, là vous allez faire travailler 50 personnes, dans l'autre vous faites travailler 20 personnes, dans les 50 personnes que vous travaillez, en fait, il y a tel montant qui va être réintégré en cotisation sociale, finalement votre bâtiment public, il sert au public dans son utilisation, mais dans sa production. Il y a des tas d'élus qui sont tout à fait conscients de ça, et puis le rôle d'un élu, c'est pas de faire ce qu'il y a de moins cher, c'est d'avoir une bonne gestion de l'argent public. Donc moi je fais surtout des marchés publics dans des petites communes rurales où on sait même pas de quelle tendance politique qui sont quoi. C'est des gens qui essayent de gérer leur commune en bon père de famille et puis de gérer leur territoire de la même manière. À partir du moment où on donne ces indicateurs, à eux de faire le choix. Mais très souvent, le fait d'avoir ces indicateurs va justement les aider à renforcer ce qui se disait intuitivement. Parce que c'est là où on est. C'est-à-dire que quand même la question, on est quand même dans une espèce de démystification de tout un système et que pour plein de gens, le fait de pouvoir apprécier ces choses-là, c'est un soulagement. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que ça paraît évident. Puis que justement, il y a des tas de règles, le truc européen, le machin, etc. Comment est-ce qu'on gère ça? À partir de ça, ils peuvent rendre compte qu'ils ont fait une bonne gestion de l'argent public pour un bâtiment public et que donc ils sont dans leur rôle, quoi. Y a-t-il encore quelques questions? Je voulais juste savoir si vous avez connaissance d'un pays dans le monde où il y aurait moins de réglementation que chez nous et où du reste il prendrait plus d'initiatives, plus de risques, plus d'essais pour faire des maisons en terre, des maisons en paille, paradoxalement, la Suisse, je connaissais assez bien la Suisse puisque j'ai la double nationalité, il n'y a pas d'assurance décennale en Suisse. Donc le principe d'assurance est complètement différent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une retenue de garantie de 10% sur les entreprises au lieu de 5%. C'est 1 an de parfait achèvement, 5 ans on reste responsable pour vice caché et 10 ans pour vice intentionnel. Et après, les entreprises sont responsables en nom propre. Donc ça change tout. Le choix de faire un mur en terre, ça va être un espèce d'accord tacite entre architectes et entreprises, sans que personne d'autre ait son nez à mettre dans cette affaire-là, quoi. Donc effectivement, c'est beaucoup plus simple. Paradoxalement, les réglementations sont beaucoup plus souples sur plein de choses. Voilà. Alors la grosse différence, c'est que le contrôle technique est public aussi en Suisse.
En Allemagne aussi, dans la plupart des pays. C'est-à-dire que quand on dépose un permis de construire, c'est un dossier d'exécution qu'on dépose. Parce qu'en fait, toute la réglementation, ce qui est le rôle du contrôleur technique dans un marché public, va être vérifiée, mais par un fonctionnaire. C'est-à-dire, c'est son rôle, dans le permis de construire, il va vérifier qu'on est conforme au feu, etc. Et puis ça change tout. Justement, j'en parlais avant, les contrôleurs techniques, ils sont dans un système très concurrentiel qui leur est imposé, qui n'est pas forcément un choix, mais qui fait qu'ils ont peu de temps, qu'ils n'ont pas les moyens de vérifier, et puis que le but, c'est quand même de rentrer de l'argent dans la boutique, ce qui est normal. Si c'est quelqu'un qui travaille pour la collectivité, il va être sensible aussi à des arguments plus collectifs. Voilà, donc là aussi, c'est quand même une chose importante, c'est qu'effectivement, si le contrôle technique était public, on aurait une grosse différence. Et en plus, le contrôle technique est pour tout le monde. Le paradoxe en France, c'est qu'on a des contrôleurs techniques pour les bâtiments publics, mais pour tous les bâtiments privés de petite taille, en gros, notamment les maisons individuelles, il n'y a aucun contrôle technique. Donc voilà, on paye des assurances très chères, mais il n'y a que dans le réparatif, absolument rien dans le préventif. C'est pas pour ça qu'en Suisse, les maisons s'écroulent plus qu'en France. Je pense pas, non. Voilà. Non, des bâtiments en paille porteuse, il y en a plusieurs qui sont construits en Suisse, dont un bâtiment public de R+1 qui a été fait à Lausanne il n'y a pas très longtemps par la ville de Lausanne, qui est en paille porteuse en plein centre-ville pour le service environnement de la ville de Lausanne, par exemple. Avec des enduits de terre en plus. Et d'une charpente en feuillus qui sont coupés au-dessus. Là aussi des feuillus qui ne sont pas passés par le label du marquage CE. Oui. S'il y a des archis, des entreprises dans la salle qui veulent passer un peu à l'utilisation de matériaux biosourcés, qui n'ont pas envie de déménager, où est-ce qu'ils peuvent se former, trouver des assureurs qui, à travers le réseau Ecobâtir, ils vont pouvoir arriver à trouver tout ça. On a parlé du RFCP tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bon, les assureurs en soi, il n'y a pas un assureur qui est plus ou moins malveillant que l'autre, c'est une question de pratique. Hein. Comme je vous le disais, c'est parce qu'on a une pratique que les choses vont se faire. Après, oui, pour se former, c'est en pratiquant aussi. Donc des réseaux comme Ecobâtir ou les Compagnons ou d'autres qui sont là-dedans, c'est comme je le disais, des réseaux spécialisés qui vont faire qu'on va rencontrer des gens, qu'on va pouvoir apprendre des choses, faire des choses en commun. Puis après, il y a aussi toutes les compétences habituelles, le sens transversal aussi à acquérir. Mais je pense que c'est l'avenir du bâtiment, sans aucun doute. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais peut-être en avoir une dernière. Une pour la route, alors. Ça sera la dernière. C'est pas vraiment une question, c'est une information complémentaire à ce que vient de dire Vincent Rigassi, notamment sur le sujet de la paille, où la formation professionnelle s'est organisée depuis 2 ans, en lien avec les règles professionnelles. Donc le réseau au niveau national a identifié des centres de formation qui sont habilités à délivrer la formation sur les règles professionnelles, et ça fait partie d'un processus qui permet une facilitation pour l'accès aux assurances. En tout cas, pour le sujet paille, c'est d'actualité. Alors, vu que l'heure tourne, donc moi je vais juste une petite intervention. Il y a à peu près une bonne vingtaine d'années, Caroline Loeb nous chantait de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Alors je ne sais pas si elle parlait de cellulose, ni même si elle était aromatisée à l'ammoniac ou au sel de bore. En tout cas, est-ce que vous avez des matériaux biosourcés que vous préférez utiliser sur les chantiers sur lesquels vous travaillez ? Alors après, évidemment, je sais que ça dépend de la destination du bâtiment. Je sais que ça dépend évidemment si on parle de gros œuvres, d'isolants, etc., etc. Mais est-ce que vous avez des produits avec lesquels vous préférez travailler ? Est-ce que vous avez des produits qui rentreraient dans cette catégorie de matériaux biosourcés et avec lesquels vous ne voulez pas travailler ? Je pense par exemple, on sait que le coton est un matériau végétal. Après, quand il n'est pas de réemploi comme l'isolant métis, on sait que la production de coton, ça a besoin de beaucoup d'eau, de pesticides, ça détruit les sols. Donc est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus intéressants que d'autres en termes environnementaux, et est-ce que avec lesquels vous préférez travailler ? Le choix, c'est sur tous les critères dont j'ai parlé. C'est effectivement le premier critère, c'est celui de l'intensité sociale. C'est faire un choix technique qui va utiliser plus de main-d'œuvre et moins d'énergie grise, par exemple. Ça, c'est un critère qui est vraiment important pour nous.
Après, c'est le partenariat avec un maître d'ouvrage. Donc on va essayer d'évaluer. Puis il y a le critère économique qui intervient tout le temps. Il n'y a jamais de maître d'ouvrage qui a trop d'argent. Donc voilà. Alors après, bien sûr que des matériaux de circuit court qui utilisent beaucoup de main d'œuvre, etc. Si on peut les utiliser, c'est mieux. Du coton, par exemple, en circuit court, ça devient un peu difficile. Hein. Voilà, donc j'ai jamais envisagé. Avec le réchauffement climatique, on verra. Mais... Après, c'est là aussi. Enfin, dans les coûts, le fait d'utiliser des matériaux en vrac, donc là aussi avec peu de transformation, fait que ça va toujours être plutôt moins cher. Et du coup, la transformation, elle se fait sur le chantier. Donc l'autre critère, mais ça rejoint celui de l'intensité sociale, c'est-à-dire que la transformation est le plus possible en aval, c'est-à-dire sur le chantier, et le moins possible en amont. Et puis si elle est le moins en amont, il y a moins de transport, il y a moins de centralisation, etc. Voilà, mais après, oui, pour faire des isolations sous un dallage, on utilise du polystyrène parce que on n'a pas trouvé d'alternative non plus. Donc après, on a quand même le but de garantir un bâtiment qui soit pérenne et de bonne qualité, dans un prix qui est à la mesure du maître d'ouvrage aussi. Est-ce qu'on a fait le tour, en gros, avec ceux dont les textes nous parlent de tout l'isolant, ou est-ce que l'avenir nous réserve, on va dire, est-ce que vous savez si par exemple il y a des travaux sur des nouveaux matériaux biosourcés, est-ce qu'on pourrait voir apparaître de nouvelles choses prochainement? Je suis beaucoup plus optimiste dans la qualité culturelle et sociale des humains que dans la solution technologique. Donc non, je pense pas qu'il y ait des matériaux miracles qui vont apparaître. Enfin, on voit bien, il y a des tas de trucs géniaux. Par exemple, le matériau à changement de phase. Le pisé, c'est exactement du changement de phase, mais ça se fait entre l'été et l'hiver, par exemple. Donc en fait, souvent, on voit que la science permet de comprendre des phénomènes qui n'étaient pas forcément connus dans des matériaux anciens, mais qui existent. Je dirais que le meilleur matériau, c'est le plus polyvalent. La grosse différence entre les matériaux industrialisés, c'est qu'ils sont monovalents. Ils savent faire qu'une seule chose. Ils portent, ou il est protection vapeur, ou il est isolant, etc. La plupart des matériaux anciens ou premiers, c'est des matériaux qui font plusieurs choses à la fois. Donc du coup, ils sont un peu comme les humains, quoi. On voit bien que le plus gros blocage, c'est pas forcément le blocage technologique, quoi. En tout cas, avec ce que vous nous avez raconté, c'est qu'il y a beaucoup de travail et il y aura beaucoup de travail pour faire évoluer tout ça. En tout cas, j'espère que cet atelier vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. On a quelques dates à vous communiquer. Julien va vous donner dans les événements des prochains jours une première date. Je vous en donnerai 2-3 autres. Et puis après, on pourra aller continuer cette discussion. J'espère que vous resterez un petit moment avec nous, donc autour d'un verre. Et puis vous pourrez donc continuer de discuter avec les gens qui sont venus installer des stands sur cet atelier. Donc Julien, une date à nous donner. Oui, merci. Donc vous avez un petit flyer comme ça à l'entrée que je vous invite à prendre. Dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle AIDA, en partenariat avec VAD et Oikos, le 21 octobre, il y a une visite d'un bâtiment tertiaire en paille en Ardèche. Donc un bâtiment tertiaire recevant du public avec toutes les contraintes que ça a, passif et en paille. Donc inscrivez-vous sur le site de VAD. Et par ailleurs, sur ce flyer, vous trouvez une autre information qui peut vous intéresser si vous êtes maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, que vous êtes impliqué dans la construction d'un bâtiment passif. Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 5 000 € dédiée à la maîtrise d'œuvre, justement, dans le cadre de ce programme européen AIDA que l'on coordonne en France. Bon, 5 000 €, c'est pas énorme, mais ça permet toujours d'avoir quand même un petit peu de beurre dans les épinards pour réfléchir et faire différemment. Voilà, merci. Merci Julien. Alors moi je complète avec 2 ou 3 dates, puisque là on va rentrer dans une période avec une activité intense au niveau de l'énergie. Le mardi 15, donc l'ALE anime un quiz, donc le quiz des énergies et du développement durable en mairie de Lyon 6e. Donc mardi à 18h30, pendant la Biennale de l'écologie de Lyon 6e. Et puis donc on a la fête de l'énergie du 17 au 20 octobre, lors de laquelle il y aura des manifestations pratiquement tous les jours. Donc l'ALE et SPUL sont très fortement impliqués là-dessus. Donc le 17, on aura une visite, donc une rénovation de la copropriété Le Petit Chavril à Sainte-Foy-les-Lyons, donc pour ceux que ça intéresse. Le lendemain, le 18, on aura une visite de la rénovation de logements sociaux ayant bénéficié de fonds FEDER à Saint-Priest. Le samedi, il y aura 2 visites. Donc, pour les gens qui auraient récupéré le programme de visite, il y a une date qui a été modifiée, la visite de Pomès. Et donc, vous aurez 2 visites le 19 octobre, à la fois celle de Pomès et à la fois celle de Charlie. Donc, c'est aussi Donc là, on est vraiment sur des visites pour les particuliers et aussi pour les architectes.
Le samedi, Espul aura un stand sur le marché de Tarare et on aura à nous un stand au parc de la Tête d'Or avec une opération très originale. Vous verrez peut-être, vous entendrez peut-être parler de ça dans les journaux ou ailleurs. Le but étant de mettre en avant les espaces info-énergie, puisque il y a des choses qui changent actuellement au niveau des espaces info-énergie. Il y a une nouvelle campagne